À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal de ce mardi 21 décembre 2021 sur Amen Télévision, la télé autrement. Débutons ce journal avec la ville morte observée à Goma qui a causé bien plus de dégâts qu'il ne le fallait. C'est ce que pensent les autorités de la province qui ont affirmé poursuivre les organisateurs de cette ville morte qui s'est avérée être tragique pour les habitants de Goma. Suivez. Un agent de l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, 6 policiers blessés grièvement et 3 armes emportées. Voilà le bilan provisoire des incidents. Et au sujet des manifestations violentes observées 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Je vous ai invité, sous instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, pour clarifier cette situation qui nous met en mal aujourd'hui. La situation au sujet des faussetés, de l'intoxication, de la manipulation de l'opinion autour de l'accord signé, l'accord qui aurait été signé avec la police rwandaise, que d'aucuns auraient aperçu à Goma. Puisque moi, je suis à Goma, vous êtes des journalistes professionnels. Je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz. Dans les réseaux, on raconte que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Alors, d'aucuns auraient aperçu à Goma des policiers rwandais. Et je ne sais par quelle magie, si ce n'est par l'imagination fertile des esprits mal intentionnés destinés à instrumentaliser la jeunesse. Ville morte ne veut pas dire manifestation dans la rue, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Ils ont appelé à la ville morte pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes marchent selon le vœu de ce petit groupe de dictateurs. Nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5 h du matin, sur tous les axes, pour pouvoir laisser les bons citoyens vaquer à l'air d'occupation. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après le déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte se sont lancés sur les policiers. Ils sont lancés sur des policiers. J'ai connu un commissaire de police tué, son corps se trouve ici. Tué par balle. J'ai connu des policiers blessés par des couteaux. Voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. Voilà. Voyez tous. C'est entré sur le dos du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répondre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. Et au sujet de ces manifestations violentes observées à Goma, le porte-parole de l'armée est revenu sur la responsabilité des organisateurs de cette ville morte qui a causé la mort de 3 personnes et fait 6 blessés dans cette province sous état de siège. On l'écoute. Et nous savons que quand il y a ville morte, c'est-à-dire la population reste à la maison. Mais le même mouvement qui ont demandé et observé et ont proposé l'observation de la ville morte demande aux gens, amène des gens dans la rue, trouble l'ordre public, s'attaque aux symboles du pouvoir, notamment les policiers à leur poste. Le colonel vient de vous le dire, l'officier qui a été tué est à son poste à Nirangongo, à son poste de travail, à son bureau. Il a été abattu là-bas. Ensuite, un certain nombre d'édifices ont été détruits par la volonté de Lucha et de Veranda Muchanga. Et donc, les forces de l'ordre devaient normalement rétablir l'ordre sans pouvoir régner. Nous ne pouvons pas accepter, évidemment, qu'il y ait du désordre, mais nous ne pouvons pas non plus accepter que les forces de l'ordre, dans le rétablissement de l'ordre public, puissent aller au-delà des prérogatives qui leur sont reconnues. Mais un cas est là, le commissaire a été tué à son poste, d'autres policiers qui étaient là pour imposer que les gens suivent l'ordre, observent l'ordre public et laissent passer ceux qui voulaient bien passer, ils se sont attaqués à ces gens, ils ont ravi les armes aux policiers,
ils ont utilisé des objets contondants et des pierres pour lapider la police qui rétablissait l'ordre et assurer la circulation libre. À ce moment-là, ils ont violé tout simplement la loi. La même loi qui doit protéger et policiers et population. Et dès lors qu'ils viennent la violer, à ce moment, ils trouvent les forces de l'ordre sur leur chemin pour le rétablissement de l'ordre public. Excellence, je crois, c'est à ce niveau que ceux qui ont organisé la ville morte ont péché. Et au cours du point de presse tenu, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembo, porte-parole du gouvernement, a tenu à porter la lumière du mémorandum entre la police nationale congolaise et la police rwandaise, qui est devenue la principale source de violence observée à Goma. On l'écoute. Vous savez, en Conseil de ministres, je pense au mois d'octobre dernier, nous avions annoncé, et quelques jours après, il s'est tenu à Kinshasa, une réunion des chefs de police de la région de l'Afrique de l'Est. Et donc, comme vous le savez, il existe Interpol qui est la police internationale qui réunit toutes les polices. Et dans le cadre des mécanismes régionaux, il existe en Afrique de l'Est une organisation qui réunit tous les patrons de police. La réunion s'est tenue ici à Kinshasa du 11 au 14 octobre, si ma mémoire est bonne. Elle est au 15. Elle a été clôturée d'ailleurs par le Premier ministre. Je crois que si la technique est prête, nous pourrons revoir ces éléments où le drapeau de commandement a été remis au commissaire général de notre police dans le cadre de la présidence tournante de cette organisation. Après avoir pris ses fonctions, je crois que samedi lui-même s'est expliqué, il était donc de son devoir de se rendre dans les pays concernés. Pour la plupart, il y a 5 pays de 15 pays de l'Afrique de l'Est, membres de cette organisation. 5 pays sont des pays frontaliers. Le Rwanda évidemment, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Sud-Soudan. Et donc, il est parti dans cette mission d'itinérance d'abord à Nairobi, ensuite il est revenu à Kigali où, dans le cadre du contrôle de la criminalité transfrontalière, il y avait un besoin de mettre en place le cadre qui permet à ces travaux de se faire. Je dois rappeler ici qu'avant la période de Covid, la frontière RDC-Rwanda, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. Et donc, il est tout à fait normal que les polices des deux pays puissent être en mesure de communiquer de manière régulière. Il n'a jamais été question que les éléments de la police du Rwanda ou des policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa. Et puis la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambaye, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Modeste Mutinga ont procédé à la signature d'un arrêté interministériel pour la dotation de 0,3% de développement communautaire ce mardi 21 décembre au fleuve Congo Hotel. Reportage. Dotation des 0,3% aux communautés locales. La ministre des Mines, Antoinette Ntsamba Kalambaye, et son collègue des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, signent l'arrêté interministériel ce mardi au fleuve Congo Hotel. Il a fallu sa présence à la tête de ces ministères pour faire bénéficier aux Congolais les richesses du sol et du sous-sol. Elle, c'est Antoinette Ntsamba Kalambaye, ministre des Mines. 3 ans après la promulgation du Code et règlement minier, il était plus que temps de mettre en application ces dispositions juridiques destinées à améliorer les conditions socio-économiques des communautés impactées par les activités d'exploitation minière. Mesdames et messieurs, distingués invités, à dater de l'approbation de ces manuels de procédure, nous allons mettre sur pied un organisme spécialisé chargé de la gestion de la dotation auprès de chaque projet minier. C'est ainsi, je compte organiser dès le mois de janvier 2022, avec mon collègue en charge des affaires sociales ici présent, une mission d'identification des acteurs en vue de l'installation des premiers organismes spécialisés dans les provinces phares impactées par les projets miniers. Je suis convaincu, pour ma part, qu'avec l'opérationnalisation de cette dotation auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont enfin bénéficier des retombées substantielles de l'activité minière et que cela va booster le développement local
allant dans le sens de la réalisation de la vision du peuple d'abord, si cher au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, a rendu un hommage à la ministre des Mines pour s'être investie à la mise en application de ces dotations. Il invite également les communautés concernées à la bonne gestion de ces fonds et à énumérer quelques projets à caractère social qui contribueront à la réduction de la pauvreté. Le choix des projets à financer dans le cadre de ces dotations va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa plus-value. Le choix portera sur les besoins prioritaires des communautés locales concernées dans le strict respect de la préservation de l'environnement, notamment des projets d'intérêt communautaire visant la conservation des eaux et des sols, de l'agroforesterie, de la gestion des forêts ainsi que de l'aménagement de la gestion des aires de pâturage. Des projets à caractère social, tels que l'accès aux services sociaux de base, incluant la construction des infrastructures sociales communautaires, écoles, centres de santé, logements, routes de dessertes agricoles, etc., ainsi que la construction des infrastructures de production d'énergie électrique et des dessertes en eau potable. Cette cérémonie de la signature du projet d'arrêté ministériel portant approbation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribuer au projet de développement communautaire a connu la participation du vice-ministre des Mines, du secrétaire général AI aux Mines, des experts du ministère des Mines et des Affaires sociales, du président de la Chambre des Mines et du vice-président de la FEC et le délégué des organisations de la société civile des ressources naturelles. Et d'un ministère à un autre, Nana Mamine, la présidence a apporté dimanche 19 décembre un soutien indéfectible aux albinos pour cette période de festivités de fin d'année dans le but de compatir avec les personnes démunies. Maté Mutombo pour le reportage. Les festivités de fin de l'année pointent déjà à l'horizon. À cette occasion, la ministre près de la présidence de la République, Nana Manouanina, qui se comporte en bonne mère de la famille, s'est rendue dimanche 19 décembre à la Fondation Pauline d'Albinos pour leur assister avec les dons de bienveillance de cette fin de l'année, question de compatir avec ces albinos. Soucieuse d'encadrement de ces personnes démunies, la numéro 1 du ministère près de la présidence de la République vient de mettre à la disposition des albinos 7 professeurs de même race afin d'assurer leur avenir. Comme nous approchons les fêtes, j'ai vite pensé qu'ils existaient. Alors je suis venue partager le peu que j'ai eu pour matérialiser l'idée du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs récemment avait organisé une grande activité pour les albinos, qui sont des Congolais, qui font partie de son peuple. Et nous sommes venus juste partager avec le peu que nous avons eu, mais aussi et surtout leur donner un message d'espoir. Parce que la dernière fois, j'avais constaté qu'ils se sous-estimaient, qu'ils ne s'acceptaient pas, qu'ils se sentaient marginalisés. Ici, c'est une occasion pour nous de leur dire qu'ils sont des personnes à part entière, utiles, créées à l'image de Dieu, qu'ils sont utiles pour la société congolaise, comme Madame la professeure Isabelle Bakidi, qui est albinos, mais qui s'est battue pour devenir professeur. Prenant la parole à son tour, Mbakidi Toko Isabelle revient à l'exhortation. Pour ignorer par exemple les précautions que je peux prendre en tant qu'albinos, mais je me considère dans ma tête comme une personne à part entière ayant les capacités nécessaires comme toute autre personne. C'est pour cela que j'ai dit aux enfants, il faut se battre, c'est dire qu'on est une personne capable. Il n'y a rien qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Signalant que le meilleur cadeau offert par Nana Manouanina, c'est de concrétiser les désirs les plus ardents en les amenant Madame la professeure pour le bien former, a-t-il déclaré le coordonnateur de cette fondation Pauline. Pour projet
de l'État Tshilé-Djelou dans les différents acteurs de la ville de Kinshasa que le député national Ogi Kalonji, accompagné du ministre d'État Alexis Guizaro en charge des infrastructures et travaux publics, se sont rendus dans différents coins de la capitale pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux. Reportage signé Alice Massengou et Jean-Cy Diatezo. Après leurs auditions à l'Assemblée nationale, le ministre d'État en charge de l'infrastructure, Alexis Guizaro, accompagné d'une délégation de députés nationaux, on marque la présence de l'honorable Ogi Kalonji, Eliezer Ntambwe, Adon Dombasi et d'autres, qui ont fait la ronde des 4 districts de Kinshasa dans l'objectif de visiter quelques chantiers dont certains les travaux sont en arrêt. C'est là dans le cadre du projet Tshilé-Djelou. Parmi les sites visités, on note la route Terre Jaune à la commune de Lancélé et la route Bolengue à Massina qui entrent dans le cadre des plaidoiries faites par le député national Ogi Kalonji. Au quartier Terre Jaune, ces hommes d'État ont parcouru la route Terre Jaune jusqu'au niveau du ravin causé par la pluie diluvienne pour s'imprégner de la réalité. Après ces constats, le ministre des UTPR a rassuré cette population de la reprise des travaux d'asphaltage de cette route de la semaine prochaine. Nous pouvons voir qu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne particulièrement cette artère de Terre Jaune, parce que nous avons souhaité venir ici parce que c'est ici que le lancement s'est fait, donc c'est très symbolique par rapport à ce projet. Donc nous leur avons donné un délai avant la fin de cette année. Dans les 2 semaines qui suivent, il faut qu'on voie le bitumage de cette artère commencer. À son tour, l'infatigable Ogi Kalonji rassure. Population bazala kimia, tozali kolandela makamwango, ndenge to lobaka toujours. Dans 2 semaines, mine d'État alobiye moko kozonga lisusu awa. Aya komona ke dans 2 semaines, déjà misala ya asphalter nzela ekobanda. Après Terre Jaune, le cortège s'est dirigé à la commune de Massina, précisément à la route Bolengue, Roi Baudouin Ier, pour palper du doigt les réalités dont la population de cette contrée fait face. Sur place, quelques résolutions ont été prises par le ministre d'État Alexis Guizaro pour soulager tant soit peu les habitants de ces quartiers. Concernés par le projet de réalisation de cet acteur principal, bien avant cela, le député national Ogi Kalonji avait fait une descente dans ces coins il y a quelques mois. Ému par l'annonce du début des travaux de la réhabilitation de cette route, Ogi Kalonji explique. Maintenant, ils ont annoncé officiellement par les billets du ministre que le 5 janvier, cette route sera prise en charge. Pour moi, l'élite du coin, c'est une grande satisfaction. Notons que cette visite d'inspection a pour objet de faire les constats sur terrain de l'applicabilité de ces projets Tshilé-Djelou dont les résultats ne sont pas escomptés. En Ituri, les forces de l'ordre ont mis la main sur 7 présumés criminels spécialisés dans le vol à main armée en ville de Bunia et présentés ce mardi 21 décembre au gouverneur militaire de la province. Menottés et couverts de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelo Akio, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Oui. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mungwalu, a dit Ngoy Sengelo Akio. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungwalu, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais
ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aru, au nord de Bunia, et au fait d'armes de police. Sous état de siège où les leaders d'opinion responsables de services étatiques ont été sensibilisés le week-end dernier à Bunia sur la lutte contre la corruption et d'autres antivaleurs dans un atelier organisé par la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocoluco en sigle. Suivez. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, désormais implantée en Ituri, pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'état de siège. Pour marquer son installation, cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bunia. Objectif, sensibiliser le leader d'opinion et de responsables de services étatiques sur les biens fondés de la lutte contre les antivaleurs qui inquiment certains services de l'État. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer pour qu'ensemble nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire, permettre à ce que l'autorité de l'État soit installée et établie. Pour lutter contre ces fléaux, mais aussi amener les assujettis à s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales, la Cocolico sait comment s'y prendre, tel que dit son coordonnateur délégué provincial. En parlant de la lutte contre la corruption, nous sommes tous congolais, c'est donner aussi ce sens à la population de pouvoir s'acquitter librement de la fiscalité, que ce soit douanière et aussi toute autre forme de taxes. Nous allons sensibiliser, nous allons parler. Et aussi, nous avons refusé de rester complices, c'est-à-dire voir le mal et que ça continue. On s'est dit, à un certain moment, le mal, nous ne serons plus complices et on doit dénoncer ce qui a dénoncé. Une cérémonie jalonnée par de messages de soutien à l'état de siège pour le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. C'est possible la cohabitation. Sauvons la province du Touri. Sauvons la province du Touri. Non à la guerre. Non à la guerre. L'autre point d'orgue, la remise des diplômes d'honneur à quelques personnalités pour leur combat contre la corruption et d'autres antivaleurs en province de l'Ituri. À titre de réconfortement. Merci. Notons que cette organisation régionale regroupe une trentaine d'ONG. Elle veut favoriser une cohabitation pacifique entre les gouvernants et les gouvernés pour permettre à la population de jouir de ses richesses. Et revenons ici à Kinshasa où l'Union de caméramens du Congo est montée au créneau pour condamner la mort tragique de leur collègue Luzingu Jean-Marie, caméraman et monteur à antenne à télévision, décédé suite à une balle qu'il a reçue au cours d'un affrontement entre la police et les Kuluna dans la soirée du jeudi 16 décembre dans la commune de Bumbu. Les caméramens du Congo ont sollicité l'implication du président de la République pour prévenir pareil accident. Suivez. INCC, viva! 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 Déclaration de l'Union nationale des caméramens du Congo. Nous, membres de l'Union nationale des caméramens du Congo, INCC en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'acte barbare commis par l'un des éléments de la police nationale congolaise à l'endroit de l'un de nos membres répondant au nom de Luzingu Jean-Marie, caméraman et monteur de la télévision Antenne A, tué par balle dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à 16h au croisement des avenues Mukoso et Birmanie dans la commune de Bumbu. En cet effet, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de mener des enquêtes judiciaires afin que l'auteur de ces actes odieux soit traduit devant la justice et un accompagnement conséquent pour les obsèques dignes de notre confrère qui est mort avec arme à la main. Nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que des actions pareilles ne se reproduisent plus sur toute l'étendue du territoire national. L'INCC présente ses sincères condoléances
à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Que vive l'Union nationale des caméramens du Congo, que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. C'était du tout feu tout flamme ce mardi 21 décembre au complexe scolaire Les Okapi où les élèves de la maternelle ont fêté la Noël de manière sereine et conviviale en présence de parents. Témoins de l'événement, Arfalon Basakissa et Jean-Cy Diatezo. C'est une ambiance festive que l'on remarque chez les plus petits du complexe scolaire Les Okapi. Comme ils savent si bien le faire chaque année, les élèves de la maternelle des Okapi ont célébré de manière anticipée la Noël, fête marquant la nativité du Christ. La cérémonie avait débuté par une prière d'action de grâce avant d'entamer quelques activités prévues pour l'occasion. Totalement satisfait du déroulement de ces assises, la directrice de cette école associée à l'UNESCO n'a pas manqué de mots. C'est la joie pour nous, parce que Père Noël est arrivé et Père Noël a donné les cadeaux aux enfants de la maternelle. Et c'est pour nous la joie de voir que les enfants étaient contents de l'arrivée de Père Noël et Père Noël aussi était très content de recevoir nos enfants en distribuant les cadeaux. Vraiment, c'est la joie de notre famille. Prenant la parole à son tour, une maîtresse de la maternelle s'est dit également satisfaite de la réussite de cette activité. Nous sommes vraiment ravis de vous dire que ça s'est très bien passé. Et les enfants étaient contents, ils ont récité, ils ont chanté. Et leur plus grande joie, c'était de voir le Père Noël venir entrer et leur donner des cadeaux. C'est pas seulement de cadeaux. Et il a aussi donné de jus aux enfants et les enfants étaient contents. En tout cas, ça s'est très bien passé. Rappelons par ailleurs que cette activité s'est déroulée dans le strict respect des gestes et barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus et cela en présence de quelques personnels administratifs de cet alma mater. La synergie de main-d'œuvre féminine est allée à la rescousse des femmes veuves, orphelins et filles mères de la commune de Kisenso dans le but de lutter contre la pauvreté dans la ville-province de Kinshasa. Mathieu Mutombo signe ce reportage. Dans le but de lutter contre la pauvreté et répondre aux besoins de veuves, filles mères, ainsi que les orphelines, la synergie de main-d'œuvre féminine ONG SMOF en sigle a effectué une descente ce samedi 18 décembre dans la commune de Kisenso. L'objectif principal est de recruter les mamans ainsi que les jeunes filles mères de ce coin afin de leur acquérir d'une connaissance comment se prendre en charge. À cette occasion, la coordonnatrice de cette organisation non gouvernementale, Caroline Mania, rassure. Il y a eu un bon moment, un bon moment qu'on a organisé cette structure, cette ONG que nous avons commencé. Mais vous savez, avec Covid, qui a retardé vraiment des choses, des activités, des projets que nous avons eus. Heureusement, avec ce que vous avez vu, ce que vous avez remarqué aujourd'hui, nous avons quand même réussi à faire aujourd'hui notre première descente sur le terrain. Et notre première descente est constituée de recrutement de membres, de sensibilisation, expliquer aux gens comment et c'est quoi notre ONG par rapport à nos objectifs. Au cours de son entretien avec les orphelines et les femmes veuves, la coordonnatrice des SMOF donne quelques orientations d'avenir. D'avenir, nous avons des projets à long et à court terme. Alors, nous avons voulu commencer ici à Kisenso parce que, vous voyez, dans des quartiers périphériques, il y a une multiplication de jeunes filles mères.
Alors, nous avons voulu commencer ici, chercher à rééduquer les filles mères, les jeunes filles, à les conscientiser, à ramener. Satisfait de ces nouvelles par les jeunes femmes de Kisenso, quelques-unes livrent leurs impressions. Signalons que l'ONG SMOF promet dans les prochains jours une séance de formation avec ces derniers. Et parlons évangile dans ce journal avant de nous quitter. Dans le but de rendre les enfants de Dieu libres et prospères, les ministères Rassemblement de grâce, conduite par la servante de Dieu Abigail Bagata, organisé dimanche 19 décembre, une journée dénommée Toucher Jésus, dans les thèmes intitulés Qui m'a touché. Témoin de l'événement, Arfalon Basakissa et Jean-Sidi Atezo. Si je m'approche de Jésus alors que je suis perclus de pied, je peux remarcher. Alléluia. On savait que si je ne parle pas, je suis sourd ou je suis muet, quand je m'approche de Jésus, je peux parler. Amen. Parce que Jésus a été considéré comme un homme solution. Jésus était porteur des solutions de plusieurs personnes. Et j'ai dit à quelqu'un ce soir, Jésus est encore cette même personne. Alléluia. Jésus est encore cette personne qui est porteur de solutions. Jésus est encore porteur de ta guérison. Jésus est encore porteur de ton miracle. Alléluia. Jésus est encore porteur de ta vue. Il est encore porteur de ta solution. Et je dis à quelqu'un, si ce soir tu arrives à toucher Jésus, tu seras en train de toucher la personne qui possède en lui ta guérison. Si ce soir tu arrives à toucher Jésus, tu seras en train de toucher la personne qui possède ta vue. Oh mon Dieu. Tu seras en train de toucher la personne qui a ta solution avec lui. Alléluia. Cherchons à atteindre Jésus ce soir. Alors, la Bible est en train de dire dans le passage que nous avons lu qu'il était rentré dans la vie. Amen. Il est rentré dans la vie. Étant guérisseur, étant un homme solution, il ne pouvait pas rester seulement là. Il se déplaçait. Alléluia. Il allait de ville en ville, il partait de lieu en lieu pour apporter la solution aux problèmes des personnes. Amen. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Alice Massengou à la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.